Donc bonjour à tous, merci à l'ASFAR, merci au comité douleur de m'avoir permis de faire cette présentation. Donc moi je suis Julie Gaume, je ne suis pas experte des tribunaux et en médecine légale. Je travaille à la clinique de lait à Bayonne et donc je vais vous parler d'une grande question, information préopératoire, compte rendu d'ALR, êtes-vous exhaustif? J'ai pas de conflit d'intérêt, je remercie juste chaleureusement Hervé de chez Branché et Paola Messetti de la MACSF qui m'ont conseillé et un peu aiguillé pour préparer ce topo. Je commencerai par deux histoires et puis je vous présenterai les fiches que nous avons élaborées au sein du comité douleur et ALR. Ces deux histoires, il y a plein de questions qu'on peut poser. Je vous les présente simplement pour les conclusions en rapport avec notre sujet. Donc la première, c'est sur le site, elle est publiée sur le site de la MACSF. Le titre, c'est « Information sur des techniques au risque identique. L'anesthésiste ne peut pas faire d'une pierre deux coups ». Donc l'histoire, c'est dans les suites immédiates d'injection pour une rachianesthésie sur un accouchement par césarienne, une patiente de 31 ans fait des troubles graves du rythme et qui entraînent son décès. En fait, en consultation d'anesthésie, la patiente a été informée d'une péridurale et simplement d'une péridurale puisque c'était un accouchement voix basse prévu et il n'y avait pas d'information sur une rachianesthésie éventuelle. Le mari va déposer plainte devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre et en première instance, le défaut d'information est retenu avec l'argument qu'il n'y a pas eu de respect de l'obligation d'information et du recueil de consentement éclairé du patient. Un appel va être fait en deuxième instance et là, c'est toujours devant la chambre ordinale. Le défaut d'information n'est plus retenu puisque la chambre ordinale à ce moment-là considère qu'il y a bien eu une information sur la péridurale. L'accouchement par voie basse était uniquement envisagé et les risques d'anesthésie étaient identiques. Le patient et le médecin feront appel devant le Conseil d'État et là, retour en arrière, le Conseil d'État considère que la Chambre nationale aurait dû rechercher si, pour exprimer son consentement à la césarienne et à la rachianesthésie, la patiente avait été informée soit des risques qui s'attachaient spécifiquement à la rachianesthésie, soit du fait que la rachie comportait les mêmes risques que ceux qui lui avaient été exposés pour la péridurale et surtout, la patiente ne pouvait pas deviner que les risques étaient les mêmes, n'étant pas elle-même médecin. Du coup, la chambre disciplinaire est revenue pour la petite histoire. Le patient a été condamné. C'est une affaire qui remonte à 2020. Donc, en ce qui concerne notre devoir d'information, on est régi par le Code de la santé publique avec 3 articles. Donc, le premier où le médecin doit à la personne qui l'examine, qui le soigne, qui le conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose tout au long de la maladie. Le deuxième article où le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas, que si le malade n'est pas en état d'exprimer sa volonté, on va s'adresser à la personne de confiance ou à la famille ou bien sûr pour un mineur à ses proches. Il y a aussi un article qui dit que lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés et chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade. Ça nous concerne des fois un petit peu effectivement entre consulte et bloc, il n'est pas toujours le même médecin. Il y a aussi, pour finir, le code de civil où il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique et que le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement. Donc, en pratique, le devoir d'information, on le sait, l'information doit être faite à la consultation chirurgicale et anesthésie. Essayer d'avoir une information personnalisée, précise, complète, loyale, adaptée et compréhensible. Et bien sûr, informer des risques, les risques prévisibles et même graves, on le sait. C'est toute la difficulté qu'on a souvent à la consultation, de ne pas faire partir le patient en courant, de peur de ce qui peut lui arriver. Les risques imprévisibles sont exclus et petite mention sur la chirurgie esthétique où on doit être encore plus rigoureux. Donc pour ça, on s'appuie sur des fiches d'information, nos sociétés savantes, on peut faire des dessins, on peut faire des fiches personnelles. Il doit y avoir la fiche de consentement qui est signée et datée. Il doit y avoir surtout une traçabilité dans le dossier et en cas de litige, c'est le médecin qui doit faire la preuve de son information. Il y a eu d'ailleurs sur le site de Branché une émission très intéressante sur douleur post-opératoire, information et gestion qui était animée par Cyril et Laurent Balabo. Je vous ai mis les liens. Vous pouvez la regarder, c'est extrêmement intéressant. Sans transition, maintenant, comme à la télé, je vais vous parler de Madame M, qui est une patiente de 56 ans qui est opérée d'une PTG pour une gonarthrose invalidante. Elle a quelques antécédents, un petit peu de surpoids, une fibromyalgie, quelques chirurgies.
Dans l'établissement où elle opérait, à l'époque, à la consultation d'anesthésie, donc c'est anesthésie générale, en post-opératoire, une PCA de morphine est proposée, et c'est une chirurgie qui se fait avec un garrot de cuisse. Elle est opérée, et en salle de réveil, malgré une titration de morphine, elle garde une douleur à 9. Donc l'anesthésiste présent décide de faire un bloc fémoral écho-guidé avec 20 ml de ropivacaïne. La patiente remonte dans le service avec une EVA à 4. Le lendemain, la patiente va se plaindre de violentes douleurs à type de décharge électrique dans toute la cuisse. Elle dira qu'elle l'a ressenti au moment du bloc. Et le chirurgien, dans les transmissions et dans le dossier de suivi, va noter douleur de toute la jambe depuis la cuisse, a ressenti lors du bloc fémoral plusieurs décharges électriques. Par ailleurs, il y a une douleur à la palpation de la cuisse, mais le genou en lui-même évolue normalement. Il repasse à J3, là il note dans le dossier, va nettement mieux, contraction du quadriceps, ok, encore quelques douleurs, explication donnée sur une éventuelle lésion du nerf fémoral. Je rappelle qu'il y avait eu un garrot de cuisse pendant l'intervention. La patiente sort, elle a quand même un avis neurologique avec un EMG qui est demandé à 1 mois et qui retrouve une paralysie partielle du nerf fémoral. L'évolution est assez longue, elle a eu besoin de plusieurs mobilisations sous anesthésie générale, de passage en centre de rééducation, et ce n'est qu'au bout d'1 an et demi après la chirurgie qu'elle sera à peu près soulagée. Le chirurgien il est redemandé 2 autres EMG pendant cette année et demie, le deuxième à 1 an qui va montrer une bonne récupération du nerf fémoral. Madame M va quand même intenter une action en référé. Je vous livre les conclusions du juge qui dit que l'état de Madame M n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale qui était une PTG, mais que l'évolution a été marquée par un accident médical, à savoir une lésion du nerf fémoral. Il note également qu'il y avait une absence d'information sur la réalisation d'un bloc nerveux à la consultation, puisqu'il y avait même seulement une PCA a été proposée, même si les documents d'information de la SFAR avaient été remis et tracés. Et puis surtout, sur la feuille d'anesthésie, en fait, il y avait simplement une mention dans un coin de la feuille, écrit bloc fémoral sous écho, logique E, aiguille 80 mm, naropène 5 mg par millilitre. À aucun moment sur le dossier, il n'est fait mention concernant la douleur qui est ressentie ou décrite par la patiente. À aucun moment, on retrouve la mention sur la qualité de l'injection, la présence ou non de paresthésie, la position de l'aiguille par rapport au nerf. Et il n'y a pas de compte-rendu d'ALR, il n'y a rien du tout. Donc là, on en reparlera, mais les experts, ils ont énormément besoin de ce que l'on trace. En ce qui concerne le dossier d'anesthésie et comment le remplir, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas de référentiel, en tout cas spécifique. On sait juste que dans le Code de santé publique, le dossier d'anesthésie doit faire partie du dossier patient, mais sur ce qu'on doit mettre dedans, il n'y a rien de formel. Il y a un groupe de travail qui avait été créé, qui avait été fait, et une publication qui remonte à 2001, avec ces images de feuilles d'anesthésie à l'époque qui étaient assez succinctes, donc des informations sur le patient, le type de chirurgie, la procédure péropératoire, un peu de post-opératoire, et j'attire votre attention sur la technique d'anesthésie, avec simplement ces lignes et ces quelques phrases, juste cycle de ponction, matériel utilisé. À l'époque, il y avait encore l'ALRIV qui était décrite, je ne sais pas s'il y en a parmi les jeunes, je ne suis pas sûre qu'il y en ait qui connaissent et qui sachent ce que c'est. Et il y avait une petite aparté sur le compte-rendu d'anesthésie, parce que c'était le début 2001, on commençait à apercevoir, là, il n'y avait que des feuilles papier, on commençait à apercevoir l'arrivée de l'informatique. Donc là aussi, pas on n'est pas obligé de faire un compte-rendu d'anesthésie, on n'a pas beaucoup, nous les anesthésistes, la culture du compte-rendu et des échanges avec les médecins, mais rien ne nous empêche de le faire, bien sûr, et puis d'autant plus qu'il peut y avoir un incident ou des incidents, donc tout ce qui peut être apporté au patient ne peut être que bénéfique. Et qu'est-ce que pourrait comprendre le compte-rendu d'anesthésie ? Tout un tas d'informations administratives, le déroulé, etc. Il n'y avait pas non plus à l'époque de spécificité sur l'ALR. Alors au niveau international aussi, récemment, il y a eu un article publié dans RAPM avec un groupe, un nombre important d'experts qui ont publié des recommandations sur ce qui devrait être noté sur les dossiers d'anesthésie.
Donc beaucoup d'experts internationaux, un comité exécutif qui était chargé de sélectionner des collaborateurs. Ils sont partis d'une longue liste de 75 items. Il y avait au sein de ce comité un comité directeur qui était chargé de regrouper toutes les données. Et le processus était un processus Delphi en 3 tours. C'est un vote électronique pour les 2 premiers tours. Et ensuite, ils ont essayé de faire une table ronde. Et tous les items qui avaient plus de 75% de oui étaient acceptés avec une valeur forte. Entre 50 et 75, une valeur faible. Et moins de 50, c'était éliminé. Donc les collaborateurs, c'était essentiellement l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australasie. Ceux qui ne répondaient pas au premier tour étaient éliminés. Et au 3e tour, il y a eu 50 personnes qui ont été disponibles. Alors, il y avait les problèmes de décalage horaire, etc. Donc, il y avait la possibilité, pour ceux qui ne pouvaient pas être présents, d'envoyer des recommandations papier. Et c'était le comité exécutif qui regroupait tout ça. Au premier tour, alors il faut savoir que les votes étaient complètement anonymes, ce qui fait qu'on ne savait pas qui avait voté, donc il n'y avait pas de biais par rapport à l'influence des uns par rapport aux autres, mais c'était évidemment tous des experts tout à fait reconnus mondialement. Il y a des réponses qui ont été modifiées, que 8 items qui ont été exclus. Alors là aussi, il y avait des différences effectivement entre les pays, entre les pressions juridiques aux États-Unis ou dans certains pays entre le privé et le public. Il faut qu'il y ait certains items qui soient impérativement notés pour être rémunérés. Donc beaucoup de choses qui apportent des biais. Au 2e tour, il y a 45 items qui ont des réponses supérieures à 75%, donc qui ont été immédiatement inclus. Et au 3e tour, il y a une discussion sur 51 items qui ont été retenus avec une valeur forte, 3 avec une valeur faible et 4 qui ont été éliminés. Alors ça donne un grand tableau que j'ai découpé en plusieurs parties. C'est un espèce de catalogue dans lequel on retrouve toutes ces informations qui sont découpées en sous-groupes. En ce qui concerne la procédure, en valeur faible, donc on voit le grade de la personne qui fait le bloc. Ça, c'est assez nord-américain. La coagulation aussi, c'est des items qui sont importants en fonction de certains pays. Et en valeur faible aussi, c'est le 3e, c'est la checklist. Parce que par exemple, en Angleterre, ils font ce qu'ils appellent le stop eye before block, c'est-à-dire que juste avant de repiquer, ils se refont une checklist pour être bien sûr qu'ils font bien la bonne chose. Donc ça, c'était retenu par certains pays. Donc ensuite, tout un tas d'arguments sur la procédure en elle-même, l'heure, la date, l'agent antiseptique utilisé, est-ce qu'il y a une infiltration locale, le type d'aiguille. Je passe assez vite. Et ensuite, des spécificités par type de bloc, le côté du bloc, l'aiguille de nouveau utilisée. Est-ce qu'il y a un neurostimulateur qui est utilisé? Il y a des endroits où on n'utilise encore que la neurostime, des endroits où on n'a que les repères cutanés, des endroits où on n'utilise plus du tout le neurostime. Donc ils ont rajouté des informations par rapport à ça. Et pareil, des items importants impératifs pour les procédures neuraxiales, rachis et péridurale, le niveau de ponction, la profondeur de l'espace, l'absence de reflux, la technique pour la péridurale, perte de résistance ou mandrin liquide, etc. Et puis des items sur la sortie du patient et comment il était évalué. Donc il y a ce catalogue qui paraît un peu long, mais ça nous a servi au niveau du comité douleur, donc je vous rappelle, qui est présidé par Vincent, dans lequel je fais partie. Et donc, on s'est aidé de ce catalogue et de cet article aussi, entre autres, pour élaborer des fiches d'aide à la rédaction pour un compte-rendu d'ALR. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner des comptes-rendus type que vous allez pouvoir intégrer dans votre service. On va vous faire une espèce de checklist d'items qui doivent apparaître et qui sont importants d'être présents sur notre feuille de notre dossier d'anesthésie. Ça permet, l'idée c'était d'uniformiser les pratiques, de s'assurer que chacun note à peu près les mêmes choses, d'améliorer la qualité des soins, de faire une traçabilité continue, efficacité, d'informatiser les données et de paramétrer les logiciels informatiques ou pour ceux qui ne sont pas informatisés, de faire une feuille type du coup adaptée à chaque service avec forcément on sait qu'il y a les bons items. Et surtout c'est pour la sécurité et l'aspect médico-légal parce que j'en ai encore parlé tout à l'heure, il y a des dossiers qui sont vides, il y a encore beaucoup de dossiers qui sont vides.
Et les affaires, quand elles sortent, le patient, il se souvient absolument de tout. Et le médecin, quand c'est a fortiori plusieurs mois ou plusieurs années avant, il se souvient souvent de rien. Alors j'ai interrogé des collègues sur savoir comment s'ils étaient informatisés, pas informatisés, ce qu'ils mettaient sur leur feuille d'anesthésie. Et je leur ai demandé de faire un peu la taupe et de me photographier des morceaux. Alors il y a encore des gens qui mettent rien. Hervé, tu confirmeras, je crois que c'est pas rare du tout. Donc, il y a des dossiers qui sont vides où il y a le minimum vital, donc assez petit CHIR, éco-guidé, RAS. Il y en a qui mettent un tout petit peu plus et puis qui complètent le dossier sur l'informatique. Alors là, il y a toutes les informations dont on a besoin. Mais quand on a des logiciels informatisés, ça c'est dans ma clinique, nous on fait des péribulbaires. Alors au début, quand on a travaillé avec la société qui nous fournit le logiciel informatique, la péribulbaire faisait pas partie de ce qu'ils avaient mis. Donc on a fait créer un compte rendu un peu type, donc qui est celui-là. On a des collègues dans mon équipe qui rajoutent quand même des commentaires pour sécuriser. Rien ne nous empêche de rajouter des informations. Mais il y a encore des collègues qui mettent rien et qui se servent de la première phrase qu'on avait utilisée, qui était en l'occurrence la péri, ça avait été associé dans la case rachis-anesthésie. Donc il y a LCR clair et repère anatomique. Pas de paresthésie, alors pour une péribulbaire, c'est quand même pas ce qu'il y a en premier. Donc on est parti, nous aussi, je reviens sur le comité douleur, on est parti pareil d'un tableau avec des items. L'idée, c'était comme pour le consensus international, c'est de partir sur une page vide, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a rien sur le patient et qu'est-ce qu'il faut apparaître. C'est pour ça qu'on reprend toujours les informations sur les patients, l'identité, etc. En sachant que bien sûr, c'est censé faire partie d'anesthésie, mais c'était vraiment pour faire une checklist assez exhaustive. On a fait aussi un tour avec des votes. On pouvait apporter des commentaires, donc pareil, des rubriques, le matériel, l'anesthésique locale utilisée, des spécificités sur les blocs. Je passe assez vite, c'est un peu catalogue, mais après, ce qui est important, c'est la fin. On a récupéré donc ces items, on l'a proposé aux experts des assurances, à savoir donc Hervé Boisise pour brancher, Olivier Choquet pour le sous-médical, Alexandre Tissem pour la CHAM. Ensuite, on a refait un tour de table entre nous, on a élaboré les fiches et on l'a fait valider par le comité référentiel de l'ASFAR. Donc, c'est présenté comme ça sur le site de l'ASFAR. Il y a un texte d'accompagnement qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit. Encore une fois, l'idée, c'est un peu la checklist des items qui doivent apparaître sur la feuille d'anesthésie. C'est le minimum vital, j'ai envie de dire. Et après, libre à tout le monde de se l'approprier, de rajouter des informations. Mais il faut au moins qu'il y ait, a priori, celle-là. Donc, il y a 3 fiches. Une pour le compte-rendu d'ALR, une pour le compte-rendu d'arachie-anesthésie et une pour les comptes-rendus de péridurale. Ces fiches, elles ont une première partie commune sur la procédure, donc l'horaire, le type d'ALR, le côté, l'antiseptique utilisé, le type de matériel, biseau de l'aiguille, la manufacture, la longueur, et l'anesthésique locale, la présence ou non d'adjuvant, la concentration de l'anesthésique. Dans la fin de la fiche, il y a aussi, qui est commune pour les 3, les constantes, donc la présence d'un scope, la surveillance des paramètres vitaux, évidemment l'identification de l'opérateur, et des instructions spécifiques pour la sortie. Qui doivent être présentes. Et ensuite, donc par spécificité, pour le bloc périphérique, donc technique de localisation, échographie au neurostime, il y a encore des gens qui utilisent la neurostime, seul ou associé. Donc bien évidemment, le nombre de ponctions, l'aspiration séquencée, l'absence ou la présence d'un reflux sanguin, l'absence ou la présence de paresthésie, l'absence ou la présence de ponction vasculaire, une injection qui doit être lente et prudente, et avec l'échographie, de voir s'il y a une supposition d'injection intraneurale, oui ou non. Pour l'arachie, c'est approche médiane paramédiane, le niveau, le nombre de ponctions, la présence de paresthésie, oui non, d'un reflux sanguin, est-ce que le LC était clair, sanguin ou purulent, et la vitesse d'injection qui doit être lente. Et enfin, pour la péridurale, pareil, approche médiane paramédiane, le niveau, le nombre de ponctions, l'espace trouvé, la longueur du cathéter à la peau, la présence d'une dose test, d'absence ou non de reflux sanguin, et le mode d'administration et d'utilisation de la péridurale. Encore une fois, c'est le minimum vital, donc après, à vous de l'améliorer, de vous l'approprier et de rajouter ou pas des commentaires. Et en plus de ce qui est pré-décrit, rien ne vous empêche, que ce soit dans le logiciel ou sur vos feuilles d'anesthésie, aussi de mettre une mention personnelle au moment où vous avez fait votre geste pour encore appuyer si jamais il y a un litige.
Donc, en conclusion, l'information du patient, on l'a vu, elle est primordiale, c'est là qu'on crée l'alliance. Elle doit être la plus complète possible, la plus claire, la plus loyale. Le dossier d'anesthésie, surtout, il doit être là aussi le plus complet possible, parce qu'il faut essayer de ne plus donner des dossiers vides, parce que ceux qui vont nous défendre auront matière à nous éviter peut-être des soucis. Voilà, j'en ai fini. Je suis de Bayonne, qui est connue pour les fêtes, la foire au jambon, mais aussi qui va être connue pour le Réaxo. Je fais un petit peu de pub. Donc, il y aura lieu le 5 et 6 octobre prochain. Il reste des places. Et Bayonne, c'est la ville du jambon, mais Clermont-Ferrand est aussi la ville du jambon. Et je tiens beaucoup ici, et je vous fais la pub pour les ateliers d'échographie qui auront lieu en décembre. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était pas trop catalogue.